Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la défaite surprise des Parisiens contre Botafogo, des champions d'Europe en titre contre les champions d'Amérique du Sud en titre, puisqu'il est important de rappeler que Botafogo, c'est la dernière Copa Libertadores, et plus globalement, on verra pendant les phases finales, mais sur les phases de poule, cette compétition nous rappelle qu'il faut respecter l'Amérique du Sud, les équipes argentines, brésiliennes performent, gagnent des européennes, on en fait les frais. Chelsea aussi, même s'il y a un contexte à prendre en compte et qu'on va développer dans cette vidéo, c'est un des intérêts de la compétition. Voir des Européens se frotter à des Sud-Américains avec un gap pas si important que ça, puisque pour l'instant, c'est quand même largement à l'avantage des Sud-Américains, même si aura la phase finale, bien évidemment. Donc, le PSG qui perd pour la première fois depuis le match à Strasbourg, c'était en mai. C'est bizarre parce que c'est à la fois la première au milieu d'une dynamique qui était formidable, les deux finales gagnées, le 4-0 contre l'Atlético, que des clean sheets, des gros scores. Là, bon, tu te fais prendre sur un vieux contre, c'est un braquage. Et de l'autre côté, tu relativises parce que tu peines à prendre la compétition au sérieux, quoi. Donc, bon, c'est un peu mitigé. Bref. On analyse tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Faux2Faux qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, leur résistance, si vous les lavez pas trop chaud bien sûr, les qualités des coutures, des broderies sur les logos, une grande diversité dans l'offre, notre PSG bien sûr avec le maillot de Jordan et ses fameuses ailes, symbole de notre parcours de Ligue des Champions cette saison, d'autres clubs, des maillots vintage, les sélections nationales, la Formule 1, la NBA, n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description, tout comme les informations sur le code promo et les promotions en cours sur la boutique plus généralement. Très souvent, vous en trouvez et c'est très intéressant. Vous ajoutez dans la barre commentaire au moment du paiement le maillot qui vous est offert en fonction du montant donc que vous dépensez sur le site avec des délais de livraison compris entre 2-3 semaines grand maximum. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça et bien sûr, on les embrasse, c'est eux qui régalent. Alors, on va donc revenir sur cette défaite qui a énormément surpris au réveil vendredi. Personnellement, voilà, j'en avais pas mis à 3 h du matin parce qu'on travaillait derrière. Et j'ai rattrapé ce matin le match dans sa globalité. Ce fut bien chiant, un match qu'on connaît par cœur, qu'on a joué 50 fois cette saison, qu'on a gagné 49 et qu'on perd malheureusement à ce moment-là qui fait que lundi, on ne va pas faire tourner normalement contre Seattle puisqu'il y a de l'intérêt et de l'enjeu du coup dans ce match alors qu'on aurait pu se faciliter la tâche en gagnant Botafogo, mais c'est comme ça, ainsi va la vie et on peut parler de l'usure physique, peut-être même de l'usure mentale. Pour le PSG, je pense que c'est plus ça. Physiquement, on sent qu'on réussit encore à faire des courses, à part en deuxième mi-temps, mais le climat est tellement particulier là-bas que voilà, c'est assez logique. Je pense que toutes les Européennes sont dans ce cas-là. Et mentalement, par contre, au niveau de la concentration, c'est vrai que certains joueurs montrent des signes de faiblesse, des signes d'usure. Après, Luis Enrique, en conférence de presse, a refusé d'expliquer la défaite là-dessus, a préféré parler foot, parce que c'est vrai que dans le contenu, on a eu un match assez pauvre, un PSG un peu caricatural par moment, certains joueurs qui ont pas pris le lead, très peu de bonnes performances. Vraiment, à la limite, il n'y a que Vitinha qui sort du lot. Gvara sur le début de match. Et encore derrière, il s'éteint vraiment. Et le reste, c'est très moyen. Warren, un peu de bonne volonté, comme d'habitude, sur ses entrées. Mais sinon, c'est vrai que c'est un match qui a été assez pauvre, assez mièvre. Et je pense que tout ne s'explique pas sur les difficultés physiques. Voilà. Surtout quand tu fais rentrer quand même 4 titulaires qui remplacent 4 remplaçants à la 55e minute. Et qu'ils ont 40 minutes, c'est quand même largement suffisant pour aller égaliser. Et que, les mecs peinent à se mettre en route, sont pas vraiment là. Enfin, Fabian Ruiz, typiquement. Barcola aussi, voilà. Donc, on va revenir sur tout ça. Mais c'est vrai que de cette défaite, je n'ai pas envie de résumer aux difficultés physiques, qui sont certaines, bien évidemment. J'aimerais commencer avec une déclaration de l'entraîneur de Botafogo, qui avant le match a dit au cimetière du foot, il y a plein de favoris. Donc en gros, t'as plein de favoris qui tombent.
Avant le match, je me suis dit, mais il faut absolument le remettre à sa place, lui. Et au final, il a eu raison. J'adore ce genre de déclaration a posteriori, bien sûr, toujours, quand ça marche, quoi. Enfin, voilà. L'arrogance qui paye, c'est toujours stylé. Et c'est véridique. Et c'est véridique. C'est vrai que sur ce genre de compète, Luis Enrique ne fait que de le répéter. Il a fait des Coupes du Monde en tant que sélectionneur. Et il le dit. Ce genre de compète, voilà, sur un match, tu peux sortir. C'est très, très équilibré. Et c'est vrai que c'est tout l'attrait de cette Coupe du Monde des clubs. Avec le PSG, découvrir un peu cette sensation-là. C'est bizarre. Et c'est vrai que le fait d'être favori, bon, j'espère qu'on va confirmer. La défaite n'est, je pense, pas du tout dramatique, alarmante ou quoi ou qu'est-ce, hein, parce que c'est complètement logique de relâcher un petit peu par moment. Et puis, tu avais quand même pas mal de remplaçants aussi sur le terrain au début du match. Hein. On rappelle la compo avec Beraldo, Lucas Hernandez, c'est plus possible. Et puis au milieu, voilà, Warren, Mayulu, qui ont vraiment peiné à se montrer avec et sans ballon. Et puis devant, la nouvelle titularisation de Gonzalo Ramos qui donne là vraiment rien, quoi. C'est très dur, très compliqué. Et la spirale de Ramos, autant voilà, cette Coupe du Monde aurait pu être un moyen pour certains de s'en sortir et de gagner leur place dans le groupe la saison prochaine, autant pour les gens auxquels je fais référence avec ce que je viens de dire, en fait, ils s'enfoncent encore plus, quoi. Que ce soit Ramos, Lucas Hernandez, Lee Kang-in, c'est vrai que c'est assez délicat. C'est assez délicat. Il faut souligner, voilà, que en face, Botafogo, c'est une très bonne équipe qu'on regarde pas quand on est européen, bien évidemment, mais qui a remporté la Copa Libertadores. Il y a aussi un contexte. Hein. Pour les équipes sud-américaines, j'aimerais juste dire que leur saison, elle a commencé en 2025, pas en août dernier, d'accord, pas en août 2024. Donc, premier point, ils sont plus frais. On sait très bien que le pic de forme, en général, c'est voilà 4 mois minimum après la préparation, après le début de la saison pour te lancer et tout ça. Donc ils arrivent, ils sont au maximum de leur forme, ils sont beaucoup plus frais que nous, ils sont en pleine saison alors que nous, en fait, on est au bout du rouleau, quoi. Et au niveau du climat, l'Amérique du Sud, c'est pas l'Europe. Ils sont habitués à ce genre de climat, enfin les chaleurs humides. Rio, voilà, c'est la ville par excellence de ce genre de truc, quoi. L'Argentine aussi, les matchs où il y a moins d'oxygène en hauteur, machin. Donc c'est vrai qu'ils bénéficient d'un contexte qui leur est aussi plus favorable, les équipes américaines. Faut aussi prendre ça en compte si on veut vraiment analyser. Après, c'était un vrai match de coupe, un vrai braquage comme il se doit, avec des duels bien engagés. Une prestation défensive de la part de Botafogo extraordinaire, c'est vrai. On a vraiment été gênés, très peu d'occasions. J'ai été choqué par cette volonté toujours de centrer, mais vraiment de se borner complètement sur cette idée d'envoyer le ballon dans la surface, parce que dans l'axe c'était verrouillé, sur les côtés aussi, et on manquait cruellement d'inspiration. Voilà. Au début de match, pourtant, Botafogo, au tout début, ne sont pas vraiment recroquevillés. C'est vrai que le début de match est un peu ouvert, et donc tu as les frappes de Gvara, le premier quart d'heure qui est clairement à notre avantage. Et ensuite, ça commence à la 20e. En fait, c'est à la fois un braquage, ce but, parce que ils font pas grand-chose de la première mi-temps. De l'autre côté, c'est un peu prévisible. Depuis la 20-25e, tu commences à être un peu tendu. Tu as des séquences, la pause fraîcheur aussi peut-être à casser quelque chose dans notre dynamique, parce qu'on prend le but juste après. Et surtout, tu vois un Luis Enrique qui est un peu nerveux, qui parle à ses joueurs, qui donne beaucoup de consignes avec parfois un petit peu de véhémence et tout ça. Et on arrive à ce but, prise de profondeur sur un contre, dévié par Pacho. C'est vrai que Pacho a cette fâcheuse tendance à dévier pas mal de frappes qui finissent au fond des filets. C'est triste pour lui, mais cette saison, il a dû le faire au moins 2 ou 3 fois, voire 4. Mais bon, après, c'est le propre du défenseur, hein, vous me direz aussi. Hein. Mais c'est vrai que lui, plus que les autres, ce qui témoigne peut-être d'une volonté acharnée de jouer les actions jusqu'au bout, voilà, de ne jamais baisser les bras
ou les pieds, puisque c'est avec les pieds en l'occurrence, qu'il a mis du coup le ballon au ras du poteau. Donnarumma qui est battu, tu ne peux pas lui en vouloir. Et puis ensuite, un PSG beaucoup trop fébrile, prévisible. Voilà, une volonté d'aller chercher les côtés constamment qui est un peu insupportable. Trop de centres. Et malgré ça, Ramos n'a même pas réussi à se montrer, à part sur un de Vitinha sur coup franc. Bref. Donc un match... faut tirer des enseignements, bien sûr, hein, mais c'est vrai qu'on a vu moins de courses à vide, moins de dépassement de fonction. Alors après, c'est vrai que les remplaçants, c'est plus difficile pour eux de le faire. Ramos décroché, Lucas Hernandez participait offensivement. C'est vrai que par rapport à Nuno Mendes et Ousmane Dembélé, le gap est très violent. Donc c'est un des enseignements de ce match. Au niveau du mercato, il va falloir quand même... Enfin... L'enjeu est moindre parce que on cherche pas des titulaires. Mais si on pouvait faire partir nos remplaçants et apporter du sang neuf, déjà des mecs qui seront dans une dynamique tout autre. Parce que Gonzalo Ramos, là, plus les matchs avancent, plus le manque de confiance est criant. Alors, c'est très bien. Le garçon est discret, il fait pas de vagues, mais je pense qu'à un moment donné, ça va le saouler. Il va flancher. Soit demander à partir, soit on le perdra sur le terrain et on le verra plus parce qu'il sera plus bon et la spirale sera trop négative pour lui. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut réfléchir. Bon bref, les prestations individuelles. Bon, Donnarumma, pas grand-chose à dire. Le but, on ne peut pas lui reprocher. Il se couche bien sur une frappe juste avant. Une sortie aussi sur un centre à un moment donné de Vitinha. À la relance, pas pressé, donc rien à dire. Donc voilà, un match tranquille pour Gigio. Hakimi, un match moyen. Hein. Hakimi, un match moyen, il était capitaine, il court beaucoup. Quand je parlais en fait pour les joueurs d'usure mentale plutôt que physique, je parle d'Hakimi typiquement, parce que physiquement, j'ai l'impression que voilà, il est inarrêtable. Mais par contre, mentalement, tu vois, il court, mais quand il a le ballon, manque de lucidité permanent. Des mauvais choix. Bon, défensivement, pas grand chose à faire, mais c'est vrai qu'offensivement, rien de concret. Et il était au repos hier lors de l'espèce d'entraînement d'écrassage qui s'est tenu donc à notre camp de base. Pourquoi pas faire de même contre Seattle lundi, quoi. Parce que c'est vrai que le pauvre Achraf, je sais pas si on se rend compte, je parle mentalement parce que il y a quelque chose qui est assez éloquent. Depuis la finale de la Ligue des Champions, donc c'est-à-dire que le vendredi, on a décollé pour Munich le vendredi 31 ou 30, je sais plus. On a fait la finale le samedi. On a dormi à Munich, les joueurs ont dormi à l'hôtel. Ils sont revenus célébrer. Peut-être que le dimanche, ils ont dormi chez eux. Et encore, peut-être que certains ont pris l'avion directement pour la sélection, puisque lundi d'après, ils étaient en sélection, le lundi suivant. Bon, Dembouz a fait Roland Garros, mais c'est particulier. Et donc sélection. Et ensuite, ils sont directement réenchaînés sur les États-Unis. Donc c'est-à-dire que les joueurs, ça va faire quand même plus de 2 semaines qui ne sont pas rentrés chez eux, en fait. Ou alors juste dans le cadre d'une nuit de transition où tu poses ta valise, tu fais ta machine à laver et tu repars le lendemain, quoi. Donc ça, c'est vrai que je trouve que ça en dit long sur l'usure mentale qui doit se faire sentir chez les mecs, parce que là, c'est vrai que c'est quand même difficile, même si le groupe, évidemment, vit bien. Bon, Beraldo, défenseur donc central droit à la place de Marquinhos avec son numéro 4 que le club lui a confié, hein, le numéro de la malchance, mais de l'autre côté, une marque de confiance de la part du club envers son défenseur, parce que voilà, tu le fais passer du 35 au 4, donc c'est plutôt une progression, disons, un peu tendre sur le match contre de jeudi, c'est vrai. On a vu voilà une équipe en face qui faisait quasi exclusivement des longs ballons sur son attaquant. Et c'est vrai que c'est pas les phases qu'il apprécie Beraldo. Donc à chaque fois, il était un peu en train d'hésiter. J'y vais pas. La gestion de la profondeur difficile. Après, avec ballon, comme d'habitude, et encore plus contre une équipe qui te presse pas, rien à dire. Voilà, c'est bien. Un match globalement moyen. Pacho pareil. Parce que, et c'est le même constat que contre l'Atlético,
Alors, c'est notre meilleur défenseur sur le terrain, mais en même temps pas compliqué, quoi. Quand t'es entouré de Beraldo et Lucas Hernandez, pas compliqué. Mais il y a 2-3 moments où t'as une perte de concentration. Pareil, comme Hakimi, usure mentale, je pense. Repos absolument nécessaire, parce que c'est vrai que parfois, il fait des gestes qui ne lui ressemblent pas. Contre l'Atlético, c'était des relances pas très bien senties, qui donnaient des balles à l'adversaire. Et là, c'était plus dans la gestion de la profondeur, dans la lecture du jeu, lecture des courses, parfois un peu en retard, un peu bizarre. Donc voilà, usure mentale, très probablement. Lucas Hernandez. Alors, Lucas, défensivement, il fait pas non plus un mauvais match. C'est vrai qu'il est présent. Bon, en même temps, l'adversaire, lui, par contre, l'est pas vraiment, quoi. C'est vrai qu'il a pas un vis-à-vis qui le met vraiment à contribution. Malgré ça, il y a 4-5 situations où il est là, il est complètement dépassé, en retard complet. Tu sais pas trop ce qu'il fait. Il y a un moment, Luis Enrique dit pas de faute, et bam, il va faire valdaguer l'adversaire, faute. Et puis alors, le problème, c'est que quand tu es latéral gauche remplaçant au PSG, tu vas jouer les petits matchs. Petits matchs qui sont, en général, contre des équipes qui posent le bus. Qui donc t'imposent pas grand-chose défensivement, mais pour gagner, il faut que tu ailles aider ton équipe offensivement. Le problème, c'est que Lucas, offensivement, c'est un 0 pointé. Il n'y a rien. Il se passe rien du tout. Alors, c'est vrai que, je vous dirais, ça s'inscrit dans la logique de Nuno Mendes, qui lui aussi a un rôle plus défensif qu'offensif. Mais face au bloc bas, évidemment que le latéral gauche, il doit monter. Et donc, c'est vrai que là-dessus, c'est compliqué. Ça ouvre assez peu de perspectives, quoi, pour Lucas. Parce que défenseur central gauche, Pacho est tellement fiable. Il est capable de tout jouer, il n'est jamais blessé. Que le temps de jeu va se réduire considérablement pour lui, quoi. C'est vrai que... Enfin, à Hilal, ils sont intéressés par son frère Théo Hernandez, mais il veut pas y aller. On pourrait essayer de convaincre Lucas. Ou essayer de faire une espèce de tromperie. On envoie Lucas plutôt que le frérot, quoi. Parce que... Enfin, c'est vrai que au niveau du salaire et tout ça, pareil. Le mec prend 16-18 millions, quoi. Pour ça. Donc, Lucas Hernandez, c'est dommage. Parce que vous savez que je le voulais. Les anciens savent que dès 2020, quand Nasser s'y intéressait, peut-être que si on l'avait pris en 2020, l'aventure aurait été autre, parce que il n'aurait pas eu les croisés qu'il a eu avant de venir en 2023. Et puis surtout, voilà, il aurait été plus jeune, plus frais. Mais bon, c'est vrai que on le voulait, j'en attendais beaucoup, et au final, on est quand même largement déçus par Lucas. Donc bon, dommage. Nuno qui le remplace, au début il a beaucoup de bonne volonté, du punch, mais après il s'efface clairement. Vitinha, meilleur parisien, très clairement. 160 ballons touchés, je crois. Premier. Le deuxième c'est Achraf avec 104 ou 105. Globalement c'est toujours les mêmes fourchettes. Et puis une disponibilité incroyable. Il fait progresser le ballon quand même la plupart du temps, Vitinha. Par la passe, beaucoup, il joue assez rapidement, il le porte pas beaucoup, il va pas trop fixer l'adversaire, il est plus dans le registre, voilà, je renverse le jeu, je fais progresser le ballon, et c'est ce qu'on apprécie. C'est lui qui trouve Gonzalo Ramos aussi sur l'occasion, début de deuxième mi-temps sur le coup franc que Désiré Doué obtient et que Vitinha tire sur le centre. Donc ça fait plaisir. Mais voilà, il surnage avec une équipe où tu as quand même beaucoup moins d'espace et d'appel, parce que c'est vrai que on a cruellement manqué d'appel à vide. Alors ces deux compères, c'était plutôt moyen. Mayulu titulaire pour la première fois depuis Montpellier, rappelez-vous, c'était le 10 mai dernier, là, le match de con après Arsenal. Bon, c'est dur. Mayulu, c'est vrai que c'est plutôt moyen. Avec et sans ballon, il se passe pas grand chose, quoi. Il peine à exister. Au duel, sans ballon, c'est dur face à une équipe brésilienne qui est plutôt rugueuse. Avec ballon, il peine à se connecter avec ses partenaires, à se montrer disponible. Donc c'est vrai que Mayulu est meilleur en entrant qu'en démarrant les matchs. Mais ce qui est complètement logique dans un processus d'apprentissage qui est le sien. Zahir Emery, pareil. Première titularisation depuis le match contre Montpellier dont tout le monde se foutait à ce moment-là. C'est dire. Alors depuis, il avait fait quelques bonnes entrées.
c'est vrai, notamment contre l'Atlético. On était resté sur une bonne prestation de Zaïre Emery. Mais bon, là, alors, il a de la bonne volonté. Je trouve qu'il est meilleur que Mayulu au duel. Il est là, il récupère des ballons. Mais après, avec, c'est compliqué, quoi. Il se passe rien. C'est quand même, voilà, un joueur qui peut-être manque de confiance aussi. Donc, et puis surtout, en fait, t'as João Neves qui rentre à sa place, et là, ça dénote complètement, quoi. Parce que lui, il arrive, il reprend, voilà, son chemin habituel, il court partout, il est disponible, il est bien placé quand on perd le ballon. C'est vrai que des entrants, ça a été le meilleur, João Neves. Une vraie bonne entrée avec du punch, de l'explosivité. Lui, jamais fatigué. Exceptionnel. Ruiz aussi qui remplace Mayulu. Bon, Ruiz, pas grand chose, hein, parce que enfin, il termine bien, mais il lui faut bien un quart d'heure avant de rentrer dans le match, quoi. Alors que bah quand tu rentres comme ça en perdant, enfin le temps est compté, quoi. Donc tu peux pas te permettre ça. Gvara prend le match par le bon bout. C'est vrai que d'habitude, Gvara, il a besoin d'un temps d'adaptation dans les matchs, hein. Il est souvent meilleur en deuxième qu'en première. Et les débuts de match, souvent, voilà, il est un peu à tâtons, tranquille. Là, première minute, frappe. Et ensuite, bah, le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, ce sont les siennes. Il est très bon, il prend le lead de l'équipe, percutant, tranchant face aux adversaires en 1 contre 1. Repique bien dans l'axe aussi, très très bon là-dessus. Donc c'est vraiment très bien. Mais après, il disparaît complètement. Alors peut-être que c'est la fatigue aussi, hein, mais c'est vrai qu'après la demi-heure de jeu, tu le vois plus trop, c'est plus par intermittence. Et voilà. Ramos, hein, Ramos, bah, encore une titularisation où il n'y a rien à dire. Je parlais tout à l'heure de sa tête, enfin du centre de Vitinha pour sa tête. Très bien, c'est son seul fait d'arme. Et il est sur le gardien, quoi. Même la tête, en fait, on peut remettre en cause le dernier geste, qui est quand même le propre de l'attaquant. Et ça, on le fait trop souvent avec Ramos, hein. Trop souvent, on dit, oui, bah, il a eu une occasion, il était bien placé, ok, il a réussi à prendre la tête, très bien, mais le problème, c'est qu'elle est sur le gardien. Elle est mal placée, quoi. Donc, à un moment donné, si tu veux marquer, faut pas tirer sur le gardien, quoi. C'est assez logique. Et pour le reste, 10 ballons touchés. Que voulez-vous dire du match? Et donc, on a déjà esquissé un peu, on va pas rester longtemps parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est vrai que là, ça fait 2 titus. Alors, je sais pas si Dembélé sera de retour contre Seattle parce que il a fait l'entraînement donc hier, entier d'ailleurs, selon RMC. Bon, après, c'était un entraînement d'écrassage, hein, lendemain de match. Mais est-ce que Dembélé sera titu direct contre Seattle? Je sais pas. Ou est-ce qu'on repartirait sur Gonzalo Ramos? On avait vu Mayulu en faux neuf contre l'Atlético. Et du coup, bah, ça avait laissé une perspective. Mais au final, Luis Enrique avait préféré quand même titulariser Ramos jeudi. Là, c'est vrai que si tu lui préfères Mayulu, je pense que tu enterres Ramos et il faut définitivement le foutre sur le marché cet été. Mais c'est pas écarté que cette possibilité arrive. Je pense pas maintenant, mais en début de saison prochaine, quoi. Si ça continue comme ça. Donc gros manque de confiance pour Ramos et il faut que, enfin, ça s'enlise et il faut pas que la situation, voilà, devienne trop compliquée pour lui et pour nous d'ailleurs, en termes de valorisation aussi, par exemple, si on veut le faire partir. Barcola qui le remplace, bah, le problème c'est que dans ce genre de match, Barcola il est pas à l'aise, il n'y a pas d'espace, donc il peut pas recevoir le ballon lancé, peu d'appels, donc une entrée globalement moyenne. Doué, bon bah Doué c'est bien le fils de Neymar, hein. Ce genre de match il faut s'y habituer, ce genre de truc qui tourne à l'exhibition, dans le sens où il va se renfermer sur lui-même, il va faire des dribbles, machin. Il prend des risques, ça tu pourras jamais lui enlever. Il se passe quelque chose, mais jamais ce que le match demande. Jamais au service de l'équipe. Donc, c'est vrai que sur le match contre Botafogo, c'était plutôt compliqué dans la lecture. Mais ça, Doué et Gvara, des fois, ils ont des difficultés quand même à lire les matchs, hein, à lire ce que demande un match. Et parfois, ils peuvent s'enfermer un peu bêtement. J'ai le souvenir du match de Gvara contre Aston Villa au retour. Pas à l'aller parce qu'il avait été bon, mais au retour, là, où il était un peu enfermé sur lui-même et il faisait un peu n'importe quoi. Il nous perdait les ballons à chaque fois à vouloir jouer tout seul et donner du coup des billes en contre à Aston.
Doué, c'est un peu la même chose. Voilà. Botafogo ont chambré après le match, mais pas John Textor. C'est à signaler quand même, parce que c'est vrai qu'il y avait un affrontement dans l'affrontement. Nasser, John Textor, même si la relation s'est un peu apaisée entre les deux. Au final, John Textor, qui disait vouloir nous botter le cul en novembre dernier lors du tirage au sort de la compète, eh bien, voilà, il a dit non, mais c'est toujours la meilleure équipe du monde, le PSG, on les respecte, machin. Des déclarations très classe, pas de chambrage. Limite, je suis déçu parce que moi j'aime bien quand il y a du piment comme ça. Et puis, bon, par contre, sur les réseaux sociaux, ils ont un peu... Enfin, ils ont fait un montage avec John Textor et son chapeau de cow-boy, mais ça, c'est pas lui, c'est le service com. Luis Enrique en conf, très intelligent, il dramatise rien et surtout, il parle pas de l'adversaire, il se plaint pas que l'adversaire défende, il se plaint pas du climat, de l'organisation, du rythme et tout ça. Non, au contraire, il continue à dire oui, c'est une super compétition. Bon, ça, il est peut-être un peu obligé par sa direction, mais il préfère expliquer par voilà. Un constat lucide, on s'est créé moins d'occasions que d'habitude. Et c'est la vérité. Et ça ne relève pas que du fait qu'on soit complètement amorphe. Voilà. Bien sûr, cette défaite donne de l'intérêt au match de lundi soir contre Seattle. Ça va être cool, mais on pourra pas faire tourner. Je pense que Luis Enrique avait dans l'idée de faire moitié-moitié. Moitié turnover contre Botafogo, moitié contre Seattle, puisqu'il y avait grosso modo quand même la moitié de l'équipe titulaire présente contre Botafogo. Tu vois, par exemple, remettre Pacho contre Seattle, remettre Marquinhos contre Seattle et sortir Pacho, sortir Hakimi et mettre Nuno à gauche dans le rôle offensif, au milieu mettre les deux relayeurs, mais mettre un autre numéro 6. Au final, peut-être qu'il sera tenté d'aligner la grosse équipe pour aller chercher la qualif, parce que du coup, il y a plusieurs scénarios. Si on gagne contre Seattle, on est qualifié. Si on gagne et que l'Atlético gagne Botafogo, on est premier. Donc ça c'est cool, parce qu'il faut absolument qu'on soit premier. J'aimerais trop qu'on soit premier, dans le sens où on serait dans la bonne partie de tableau, quoi, avec Real, Chelsea et tout ça. Parce qu'après Bayern City, déjà ça me fait un peu plus peur, je dois le dire. Et puis je peux affronter le Real absolument, quoi. C'est mon seul intérêt dans cette compétition. Je veux juste vivre dans un monde où on bousille l'équipe d'Mbappé, c'est tout. Peut-être qu'ils nous gagnent et qu'on passe pour des gros tocards au final, mais c'est pas grave. Je veux les affronter. Le foot, c'est ça. Si on fait match nul, il faut que l'Atlético ne batte pas Botafogo. Parce que dans ce cas-là, je crois que ce serait compliqué. Si l'Atleti bat Botafogo et que nous on fait nul, du coup on serait éliminé, on aurait 4 points et les deux 6 points, donc éliminé direct. Et si on perd, là c'est obligatoire, l'Atlético doit perdre contre Botafogo. Voilà. Donc voilà, hier petit décrassage avec Ousmane qui a fait toute la séance, comme Moscardo et Kimpembe aussi qui sont de retour, pas de Hakimi, donc on verra. Demain on fera une petite vidéo mercato, parce que ça s'excite un peu sur Zabarni, et puis on parlera pêle-mêle un peu de toute l'actualité des derniers jours au PSG. Ok ? Bon, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fête de la musique pour ceux qui sortiront ce soir, et puis on se dit à demain. Ciao les amis, prenez soin de vous.